Une soirée à Lederhelven. La lointaine et sauvage Mauritasie fait l'objet de récits merveilleux qui parlent de richesses fantastiques et de trésors cachés. Légende? Réalité? Répondant à l'appel de l'aventure, j'ai quitté ma bonne ville de Femfré, dans l'ancien monde, pour prendre la route de l'ouest. Après de longues semaines de voyage, me voici enfin dans ce pays de glaciers et de pics enneigés, noyé dans un épais brouillard givrant. Malgré mon manteau de fourrure, l'air froid me brûle la peau et l'humidité me transperce jusqu'aux os. Ballotté dans la diligence qui m'emmène vers Morvania, au nord de la Mauritasie, je repense aux mirifiques rumeurs qui m'ont attiré si loin de chez moi, et le doute me gagne. Cette contrée glaciale et désolée est-elle vraiment terre d'abondance? Il me semble bien que non, à en juger par la mine des paysans que j'ai croisés en route, hâves et pauvrement vêtus. À moins que les gens du pays n'aient pas découvert les fabuleux trésors et que ces derniers reposent toujours dans leurs cachettes secrètes. Un chaos me tire brutalement de ma rêverie. La diligence vient de s'arrêter. Le cocher ouvre les portes et décharge rapidement colis et bagages. Je suis arrivé au relais de poste de Lederhelven, là où je vais passer la nuit. Il fait déjà très noir et une épaisse nappe de brouillard hivernal pèse sur le hameau. L'auberge est petite et d'un piètre confort, mais l'on me sert un repas copieux et roboratif arrosé d'un vin chaud aux épices. Pourtant, je me sens étrangement mal à l'aise. Les villageois parlent peu et bas, comme sur leur garde. Peu après mon arrivée, l'aubergiste a cadenassé la porte et je remarque que les volets sont déjà fermés. Même l'enseigne de la taverne m'intrigue. Certes, l'hiver est rigoureux dans cette région, mais quelle drôle d'idée d'appeler une auberge à l'abri du vent pire. Désireux de lier conversation, je demande au patron pourquoi il a choisi ce nom. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ma question jette un froid. Tout le monde se tait aussitôt et les visages se figent. Quant à l'aubergiste, il me tourne le dos et s'éloigne sans un mot, me laissant à ma perplexité. Pis encore, un homme qui se réchauffait devant la cheminée me dévisage avec hargne et crache à mes pieds. « Ah, les étrangers, tous les mêmes !» bougonne alors une vieille paysanne en sarrau. « Savent pas de quoi ils parlent !» Enfin quelqu'un daigne m'adresser la parole. J'apporte à boire à la femme et la supplie de m'en dire davantage. Sirotant le vin chaud à petites gorgées, elle me dévisage d'un regard vif et pétillant. L'alcool et la chaleur du feu ont fait monter le rouge à ses joues, et elle paraît animée d'une intense émotion. « S'agit pas de vent, étrangers !» dit-elle après quelques secondes de silence. « Ils ont changé l'enseigne, mais le vrai nom, c'est à l'abri du vampire. Du vampire, V-A-M-P-I-R-E, tu comprends? Ce maudit vampire qui a fait tant de malheureuses victimes parmi les nôtres. » Tous les regards, hostiles et méfiants, sont rivés sur la paysanne et moi. Blême, l'aubergiste ordonne à la vieille de se taire, mais elle ne veut rien entendre. « C'est le comte, le diable et son âme. Les gens disparaissent du village et on ne les revoit plus jamais. C'est le comte qui les emmène dans son château, pour sûr. Ils meurent dans des souffrances atroces, atroces. Quelquefois on entend des cris horribles s'élever de là-bas. On dirait des plaintes des damnés de l'enfer. » Le visage buriné de la vieille paysanne est maintenant inondé de larmes, et elle paraît à bout, comme si elle s'était tue trop longtemps. « Et ma petite fille, Natacha, si jolie, si gentille, le monstre l'a enlevée hier. Tout le monde a vu son sinistre fiacre traverser le village conduit par le cocher sans tête. Mais dans cet endroit oublié de Dieu, il n'y a pas un seul homme assez courageux pour aller au château et tenter de la sauver. » Enfin si, quand même, l'autre jour... De faibles protestations s'élèvent, faisant vite place à un silence embarrassé. Dans l'âtre, les bûches qui crépitent sous la morsure du feu semblent faire écho à la plainte désespérée de la paysanne. Cette dernière me prend soudainement la main et la serre avec ferveur. « Je t'en supplie, étranger, sauve ma petite fille. Elle n'a que 17 ans. Elle n'a jamais rien fait de mal à personne. » Sur ces mots, la vieille femme éclate de nouveau en sanglots. Un homme à l'épaisse chevelure rousse, qui était assis à une table voisine, se lève alors et s'approche de moi. Il est grand et svelte, mais je remarque tout de suite qu'il lui manque un bras, car sa manche droite est repliée sur le devant de la veste. « Étranger, me dit-il. Je devine que tu es un aventurier en quête de hauts faits et de gloire. La vieille Svetlana dit vrai. Le comte est un être d'une abominable noirceur et le château Heydrix un antre maudit. J'aurais volontiers risqué ma vie pour exterminer ce monstre, mais hélas... » L'homme baisse les yeux vers sa manche vide et joche la tête avec compréhension. « Es-tu prêt à nous aider ?» reprend-il. « Au cours de ma carrière de guerrier, j'ai mis quelques bourses d'or de côté. Je serais heureux de te les offrir si tu acceptes de nous porter secours. » Tous les yeux se tournent à présent vers moi, implorant mon aide.
Je vais prendre la parole pour accepter cette mission, quand brusquement la porte s'ouvre avec un grincement, laissant s'engouffrer un souffle glacé. Terrorisés, les villageois se réfugient au fond de la salle en criant. Dehors, à travers le rideau de brouillard, se dessine un fiacre noir comme un corbillard, auquel sont attelés 4 étalons, noirs eux aussi, qui piaffent furieusement. Comme flottant dans la nuit déchirée par les hennissements sauvages des montures, une silhouette sombre gagne le seuil de l'auberge et pointe vers moi une main aux doigts décharnés. Le lugubre personnage me fait signe, mais il ne dit pas mot, et pour cause, il n'a pas de tête. Et maintenant, l'aventure commence. Dehors, des langues de brouillard tourbillonnent dans le ciel sans étoiles. Je suis le spectre aux habits noirs qui grimpe d'un bond sur le siège du cocher, tandis que les portes du fiacre s'ouvrent grand. Naseaux fumants, les étalons martèlent le pavé avec impatience. Que faire? Attaquer le cocher sans tête? Prendre place dans le fiacre? Ignorer le sinistre cocher et son fiacre et demander à un villageois comment se rendre au château Heydrix? Il fallait vite se décider.